Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka, nous sommes le vendredi 8 juillet, il est 8h et comme tous les vendredis à cette heure-ci, même l'été, c'est l'heure de Bruxelles-Métula. Nous sommes donc en direct d'Israël avec Stéphane Juffa, le rédacteur en chef de la Métula News Agency. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, merci d'être avec nous ce vendredi. Vous serez encore avec nous tous les vendredis de l'été. C'est la seule chose qui ne change pas avec l'information. Alors Stéphane, on va passer avec vous plusieurs sujets en revue de l'actualité internationale. On terminera même avec une petite page sport si le timing nous le permet. Et nos auditeurs sont maintenant habitués. On ne peut rien promettre. Stéphane, on va tout d'abord revenir sur le voyage de Netanyahou en Afrique. Il y avait un sommet israélo-africain en Ouganda. Alors, on participait à ce sommet en plus d'Israël, le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, la Zambie, le Soudan du Sud, l'Éthiopie et la Tanzanie. Stéphane, en dehors des enjeux économiques, quels sont d'ailleurs les intérêts israéliens en Afrique ? Ouais, ça avait plutôt mal commencé, Jim. Ça avait commencé avec l'arrivée de la délégation israélienne, 80 personnes, même plus, mais 80 industriels qui représentaient environ 50 sociétés commerciales israéliennes. Et puis à la descente d'avion, la fanfare ougandaise a entrepris de jouer l'hymne israélien, la Tikva, seulement ils l'ont un petit peu joué à leur façon. Et on l'a pas vraiment reconnu, on a même certains là-bas ont pensé que ils commençaient par jouer l'hymne national ougandais et que la Tikva viendrait après. C'était très libre. Ça a déclenché quelques sourires, ce qui est assez bien dans ce genre de situation quand même assez tendue, parce qu'il faut quand même se rappeler une chose, c'est que sur le tarmac de cet aéroport d'Entebbe, eh bien c'est là que le frère de Binyamin Netanyahou, Yoni, est décédé et a été tué par une rafale il y a exactement 40 ans, alors qu'un commando israélien était venu libérer une centaine d'otages qui avait été détourné par le FPLP, une organisation terroriste palestinienne, soutenue en cela par deux terroristes allemands des brigades rouges allemandes. Donc l'émotion était très vive, l'émotion de Netanyahou également, vous imaginez. Et puis en plus, c'était le commandant, Yoni Netanyahou était le commandant de ce commando. Et c'est aussi le seul militaire qui ait été tué lors de ce raid. Donc grosse émotion. Puis pour la première fois, Netanyahou qui d'habitude tient bien ses discours, là était à deux doigts de craquer, beaucoup d'émotions. Et puis ce qui s'en est suivi, c'est un très long discours du président ougandais. On n'a pas tout compris, mais en fait on a compris que l'atmosphère était agréable. Et on s'est tout de suite plongé dans l'Afrique, dans l'ambiance africaine, c'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus indécises, il y a un certain folklore, il y a beaucoup de pouvoir autour des leaders qui sont pas forcément partagés. Enfin, on est très loin de l'Europe du Nord, si vous voyez ma pensée. Et les discussions se sont engagées. Et j'oublie pas tout de même votre question. Israël a pas mal de choses à vendre à l'Afrique. Israël a d'abord l'eau. Et Binyamin Netanyahou l'a dit, on est excédentaire en eau, même si les pluies ne le sont pas, parce qu'on s'est mis à fabriquer de l'eau à base d'eau salée, d'eau de mer, et on est en surplus. Et bien entendu, tout le continent africain, particulièrement l'Afrique subsaharienne, manque terriblement de cette denrée de base qui est l'eau. Et là, on a beaucoup à leur donner. Et puis en agriculture, la faiblesse de l'Afrique, c'est l'agriculture extensive, c'est-à-dire qu'on n'est pas efficace. Alors là, Binyamin Netanyahou a posé la question au public et aux dirigeants des 7 pays qui étaient à Entebbe. Il a dit quelle est la vache qui produit le plus de lait? Est-ce la vache française? Et le public a dit non. Est-ce la vache scandinave? Le public a dit non. Et il a dit est-ce que c'est la vache israélienne? Et le public a dit oui et a applaudi frénétiquement. Et c'est vrai, on arrive à faire avec peu de ressources naturelles,
on arrive à avoir des rendements en lait qui sont à l'état de rêve pour les paysans africains. Et puis l'autre chose qu'on a à leur offrir, c'est notre science de la lutte antiterroriste. On sait pas d'ailleurs que l'Afrique est ravagée par les organisations islamistes, notamment Al-Qaïda au Maghreb et Boko Haram plus au sud, qui font des dizaines de milliers de morts par année et surtout qui menacent les régimes en place. Donc il y a une guerre contre l'islam radical et pour cela, les Africains sont extrêmement intéressés par les techniques et les armes que nous avons développées. Donc c'est à peu près les trois choses qu'on a immédiatement à proposer. Et puis à proposer aussi cette fraternité qui existait dans les années 60 entre Israël et les pays africains, cette proximité, c'est-à-dire, Jim, que Israël est presque un pays africain en fait, un pays africain qu'aurait réussi. On les comprend et s'il était possible aujourd'hui de changer, de transformer l'Afrique en un immense kibbutz, ce serait pour le bienfait des pays africains. On a extrêmement de choses à leur montrer et pas de la manière qu'ont les Français, par exemple. Tous les rapports avec la France en Afrique sont teintés, sont tachés par l'historique de la France-Afrique, de la domination coloniale et puis de sa continuité et peut-être dans certains manques de respect par rapport aux autochtones africains. Et puis les Américains, on le sait, ne comprennent pas grand-chose à l'Afrique. Les Russes, les Chinois essaient d'exploiter ces richesses naturelles jusqu'au dernier diamant et au dernier litre de pétrole. Et puis les Arabes donnent un peu d'argent, mais surtout leur intérêt, c'est d'islamiser l'Afrique. Et puis ils n'ont pas grand-chose d'autre à proposer. Alors dans ce microcosme, Israël a une place de choix. Et d'ailleurs, Israël, j'ai pu m'en rendre compte, notamment lors de mes déplacements au Rwanda, quand la MENA étudiait et recherchait tout ce qu'on pouvait trouver sur le génocide des Tutsis en 1994. Pour les Africains, Israël est une puissance mondiale au moins aussi importante que l'Amérique et la Russie. Donc il y a à utiliser cette renommée. On est peut-être un peu craint, mais pour les Africains, Israël est capable de tout faire, particulièrement parce qu'Israël a réussi à survivre au milieu de tous ces Arabes, tous ces pays arabes, dont beaucoup de pays arabes hostiles, beaucoup de mouvements terroristes, ce qui donne le tournis aux États africains et ce qui nous fait passer pour des géants. Jim. Alors Stéphane, on va rester sur Netanyahou en Afrique. Il y a une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il avait eu des discussions avec le leader d'une nation musulmane en Afrique, nation avec laquelle Israël n'a pas de relations diplomatiques. Alors Benjamin Netanyahou n'a évidemment pas donné le nom du pays, mais Stéphane, ça veut dire quoi? Est-ce que ça signifie que certains pays ne veulent pas de relations avec Israël, mais qui n'ont pas le choix en fait, tout simplement? Je vous la donne, je brise le secret. On a eu des contacts avec des personnes de ce pays. Le pays en question, c'est le Tchad. Le Tchad qui est un pays musulman et qui espère renouer des relations avec Israël. Mais d'autres leaders de pays musulmans sont venus récemment en Israël à couvert. Et on a notamment quelque chose d'assez intéressant et exceptionnel dans la région de Tel Aviv. On a un hôtel caché, protégé par les services de renseignement, où on peut accueillir des leaders, notamment des leaders arabes ou des leaders musulmans, ou simplement des gens qui veulent pas être vus. Et puis ils sont totalement coupés du monde. Il y a une piscine, il y a tous les aménagements possibles et nécessaires. Et les gens peuvent rester là-bas le temps qu'ils veulent ou le temps qu'ils ont convenu avec le gouvernement israélien. Et on a récemment, effectivement, accueilli certains leaders de pays africains musulmans. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, Jim, c'est que l'islam à l'africaine, c'est comme le christianisme à l'africaine et même le judaïsme à l'africaine. Dans certains pays comme au Nigeria, il y a des tribus juives de 40 000 personnes. Au Rwanda,
euh, dans l'ethos des Tutsis, eh bien, ils proviennent tous d'une tribu perdue. On m'a raconté, et des chefs spirituels au Rwanda m'ont expliqué qu'ils étaient en fait les descendants du roi Salomon. Il y a un flou très important. Quand on parle de musulmans en Irak, eh bien, on comprend que c'est Daesh, de musulmans en Égypte, on comprend que c'est des sunnites, de musulmans en Iran, c'est des chiites. En Afrique, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. C'est le même flou dont je parlais au début de l'interview. Et c'est pas forcément des musulmans qui haïssent les Israéliens ou qui comprennent exactement toutes les implications et les imbrications des relations avec Israël. Et puis de nouveau, comme vous l'avez très bien dit, Jim, l'Afrique a besoin de tout. L'Afrique a besoin d'Israël, notamment ce que je peux vous dire, c'est que pendant les discussions, en marge des discussions à Entebbe, eh bien le président du Sud de Soudan a proposé des business carrément à Netanyahou, à son entourage, sous forme, il a demandé des préfinancements d'extraction de pétrole. C'est-à-dire qu'il voulait de l'argent de la part d'Israéliens, et il pensait, c'est aussi un trait de généralisation, de globalisation des rapports, c'est-à-dire que le leader, pour certains leaders africains, le leader occidental est capable de tout, c'est un Manitou, c'est un homme hyper puissant. Eh bien, on a proposé aux Israéliens de préfinancer, c'est-à-dire d'acheter à l'avance du pétrole sud-soudanais. Voilà un petit peu la mentalité, voilà un petit peu le cadre de ce qui s'est passé. Ce qu'il faut bien comprendre, à la lueur de cet exemple, c'est qu'il y a plein, par exemple, de pétrole au Sud-Soudan. Maintenant, il faut pouvoir l'exploiter. Il n'y a même pas l'argent pour le faire sortir de terre et encore moins les fonds nécessaires pour le transporter. Ensuite, il y a des problèmes politiques parce que si on regarde la carte, ben, ça doit traverser le Nord-Soudan avec lequel le Sud-Soudan n'a pas de bonne relation et c'est le moins qu'on puisse en dire. Donc il y a toutes ces petites choses qui sont aisément solubles en Europe, aux États-Unis ou ailleurs sur la planète et en Afrique qui posent des problèmes parfois insolubles et qui maintiennent le continent africain dans la misère alors que c'est peut-être le continent au niveau de ses réserves naturelles qui est le plus riche de la planète et le plus prometteur. Maintenant, il faut transformer ces promesses en quelque chose d'utilisable pour le bien-être des habitants. Et dans ce registre, eh bien, Israël étant des pays de par ses connaissances, de par son savoir-faire, qui est les mieux adaptés et qui a le plus à offrir. Alors Stéphane, on reste dans l'actualité israélienne, on reste dans la diplomatie, on va parler cette fois d'espionnage. C'est une information qui est parue dans l'Express cette semaine. C'est l'entourage de Manuel Valls qui craint en fait que le Premier ministre français ait été espionné par les Israéliens. Tout cela parce qu'il y aurait eu des petits soucis lorsque les Israéliens ont rendu les téléphones portables de la délégation française. Alors Stéphane, on n'aura pas les réponses là comme ça tout de suite, mais d'un point de vue purement théorique, est-ce que c'est plausible que les Israéliens espionnent Manuel Valls et la délégation française? C'est pas plausible, Jim, c'est certain. C'est certain, tout le monde espionne tout le monde. Et espionner, c'est un bien grand mot. On a tous envie de savoir quelle va être la prochaine action ou activité d'abord de nos amis, avant même de nos ennemis. Si vous me demandez quel va être le comportement politique de l'ayatollah Rouhani ces 6 prochains mois, eh bien, je vous réponds très facilement. Je sais exactement quel est son programme. Si vous me demandez quel va être le comportement du Premier ministre belge, là, j'ai beaucoup plus de questions à me poser à moi-même, parce que dans une démocratie, parmi ses amis, eh bien, la palette des décisions possibles est très grande, et on n'oublie pas non plus dans le cadre des relations avec la France que la France est au cœur d'une initiative soi-disant de paix entre Palestiniens et Israéliens. Il y a des discussions autour de la possibilité d'imposer aux Israéliens une solution politique.
avec les pays européens, avec l'Amérique, et la Russie et d'autres États encore. Donc c'est vraiment notre avenir qui est en cause. C'est-à-dire que si le monde entier tout d'un coup va nous dire, eh bien Israël, vous vous repliez à 14 kilomètres de la mer dans la région de Netanya, vous déclarez en État palestinien sur 100% des territoires que vous avez pris à la Jordanie, etc. Eh bien, ça change complètement notre position au Moyen-Orient, ça change complètement la donne sécuritaire pour Israël. Donc, il faudrait qu'on puisse le savoir le plus vite possible. C'est pour la raison pour laquelle j'ai réagi comme je l'ai fait. Ce serait même du manque de professionnalisme et du manque de prudence que de pas essayer de savoir quelles vont être les prochaines démarches, les prochaines initiatives de nos amis français, ce qui n'empêche pas qu'ils restent nos amis. Mais on l'a vu également, le plus grand espion de tous, c'est les États-Unis qui ont espionné tous les leaders, à commencer par Angela Merkel et François Hollande, et je vous garantis qu'ils continuent à le faire. Moi, j'appelle ça plutôt de la prise de renseignements. Là où ça dérape, c'est quand Jonathan Pollard passe sa vie en prison parce qu'il a fait exactement la même chose pour Israël. À mon avis, il est absolument certain qu'en Israël aujourd'hui, il y a une centaine d'espions ou d'agents américains. Et ces agents américains, ils existent notamment dans l'administration israélienne et même, je dirais, probablement au niveau de secrétaire ou sous-secrétaire au sein du gouvernement israélien. C'est complètement naturel parce que eux aussi veulent savoir ce qu'on a l'intention de faire. Notamment, ils voudraient être les premiers avertis et informés si d'aventure on décidait de se livrer à un raid contre l'Iran, Jim. Stéphane, il est déjà 8 heures passées de bientôt 18 minutes. Il nous reste au moins encore un gros sujet à passer en revue. Je vais essayer de résumer le petit cours de géopolitique que vous m'avez fait hors antenne pendant qu'on préparait cette interview. Alors, on va parler de la situation à Manbij. Ça se trouve à la frontière turque près de la Syrie. En fait, la situation, il y a deux cantons kurdes. Entre les deux, il y a l'État islamique et les Kurdes seraient en voie de réunifier les deux régions, ce qui leur donnerait tout le nord de la Syrie aux Kurdes qui pourraient se rallier aux Kurdes de Turquie, ce qui voudrait dire que la Turquie, en fait, ne pourrait ne plus avoir de frontière avec la Syrie si jamais les Kurdes devenaient indépendants. Alors tout d'abord, Stéphane, est-ce que c'est bien résumé ? Oui, ça me rappelle la blague qu'on avait fait le 1er avril. Je ne sais s'il y a un auditeur qui a compris. Essayez de le résumer peut-être de manière un peu plus simple, mais évidemment pas trop longue, Stéphane. On n'aura pas le temps en une minute. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on se bat de manière très violente dans le nord de la Syrie, dans la région de Manbij qui se trouve en Syrie, à l'ouest de l'Euphrate. Les combattants en présence sont d'une part le Front démocratique syrien. Le Front démocratique syrien, c'est un autre nom pour les Kurdes. On a intégré aussi quelques guerriers tribaux arabes pour essayer de montrer que c'était pas une force communautaire ou ethnique kurde, mais c'était une force un peu plus large. Eh bien, ce front démocratique syrien est soutenu par l'aviation de la coalition. Son but premier, c'est de couper l'accès de Daesh à la frontière turque où il s'approvisionne en armes, en munitions et en mercenaires. Il reste plus qu'un petit couloir d'environ 50 kilomètres à l'ouest de cette ville, Manbij, qui était à l'origine une ville d'à peu près 100 000 habitants et qui est complètement dévastée. Les Kurdes ont lancé, avec donc le soutien de la coalition dirigée par l'Amérique, une très vaste offensive le 1er juin. Et il se trouve maintenant à 1 kilomètre du centre de Manbij. Il y a beaucoup de morts. On a parlé pour les 2 ou 3 semaines dernières de 1000 morts. Les combattants de Daesh, les combattants islamiques et islamistes, se jettent avec tout ce qu'ils ont sur les assaillants, c'est-à-dire qu'ils se font exploser plutôt que de mourir. Et puis s'ils le font pas, ils se font martyriser, ils se font couper la tête par leurs propres dirigeants. Donc les dirigeants de Daesh, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent se sacrifier au nom de l'islam. Et puis parallèlement, comme
cette avance se fait à partir des positions kurdes, en gros à partir de la ville de Kobané, dont on a énormément parlé il y a une année. Eh bien, elle se fait à l'ouest, en direction du canton kurde d'Afrin, qui est une autre entité. Il reste 50 kilomètres entre les têtes de pont kurdes à l'est, donc celles qui viennent de Kobané, et le canton d'Afrin. Et si cette jonction se fait, eh bien, on aurait sur tout le nord de la Syrie une région autonome qui a beaucoup d'aspects d'un État kurde, et c'est la grande hantise des Turcs notamment, parce que de l'autre côté de la frontière en Turquie, il y a également des Kurdes. Et pour simplifier et pour terminer l'émission de ce jour, eh bien on dira que si ces 50 kilomètres qui sont aujourd'hui occupés par des rebelles financés par la Turquie, mais surtout par Daesh, eh bien s'ils sont pris par les Kurdes, eh bien on aurait une continuité territoriale de l'ordre de 800-850 kilomètres depuis Afrin sur la mer Méditerranée, ou à 2 pas de la mer Méditerranée, jusqu'au sud de la région kurde en Irak, qui serait vraiment les prémices d'un État kurde que cette population, cette nation, essaie d'instaurer depuis maintenant plusieurs siècles. Donc on est vraiment en train de jouer au plan géopolitique des changements extrêmement importants avec des intérêts énormes, notamment articulés autour du pétrole. Il y a beaucoup de pétrole dans ces régions kurdes. Et puis pour Israël, d'avoir un nouveau pays, un nouvel État ou une nouvelle entité au moins, qui ne soit pas islamiste mais pluraliste, qui soit laïque, et qui a toujours été, les Turcs ont toujours été les amis même proches des Israéliens. Donc c'est pour ça qu'on suit jour après jour le développement de la bataille de Manbij. Merci Stéphane, et on reviendra bien évidemment avec vous dans le courant de la semaine ou vendredi prochain dès qu'il y aura du nouveau sur la situation à Manbij. Stéphane, je vais tout de même vous quitter en vous demandant un petit pronostic pour la finale de l'Euro. Je sais que vous suivez le foot de manière très attentive en Israël. Stéphane, plutôt Portugal ou France dimanche soir? Évidemment, on va pas entretenir le suspense. Après ce qu'on a vu hier, c'est plutôt France à 70%. Les Français ont réussi un coup magistral. Non pas qu'ils étaient meilleurs que les Allemands, mais ils étaient plus réalistes que les Allemands. Ils ont reçu un coup de pouce, on l'a tous vu, de la part de l'arbitre. Non pas qu'il n'y avait pas faute de main de Schweinsteiger dans la surface, donc le penalty était sans doute légitime, mais exactement une minute avant, il y a eu au moins 3 fautes justifiant un penalty dans la surface française qui n'ont pas été sifflées par l'arbitre italien, d'habitude excellent. Et je pense que le score, le résultat final de ce match, et donc la destinée de l'Euro, a quand même été un petit peu faussé, parce que les Allemands ont pris un gros coup sur la tête, dont ils se sont pas remis jusqu'à la fin du match. Et puis il y a aussi un phénomène qui s'appelle Antoine Griezmann, qui est un joueur absolument extraordinaire avec des instincts, une rapidité. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur aussi complet. Donc on aura Griezmann et Payet qui est un autre génie du football, en finale contre les demi-génies portugais. Donc on va passer une très bonne soirée. Bon, ce sera peut-être un petit peu tactique, moins football champagne, mais ce sera très intéressant. C'est peut-être pas la finale dont on a tous rêvé, mais ça a été jusqu'à dimanche, ça reste en Euro absolument passionnant. Voilà, merci beaucoup Stéphane. On reviendra avec vous la semaine prochaine sur le résultat final de l'Euro, sur le reste de l'actualité internationale. Je voudrais tout de même noter, avant de vous quitter, votre excellente prononciation allemande sur le nom du capitaine Bastian Schweinsteiger. Je trouve que vous en êtes très bien sorti, Stéphane. Schweinsteiger. Voilà, on voit qu'il y a des origines suisses-allemandes derrière tout ça, peut-être. Absolument pas. Aber wir können hier Deutsch sprechen, weitermachen unsere Emission und wir können dann des ganzen Tag auf Deutsch zu sprechen. Hartelijk bedankt, Stéphane. Ça, c'était du néerlandais. C'est tout ce que je peux faire. Voilà, il est 8h25. Merci beaucoup, Stéphane Giffal, d'avoir été avec nous ce vendredi. Auf Wiedersehen und guten Tag in Brüssel. Voilà, et Shabbat Shalom à tous.